C'est quoi ce bruit, Nico? C'est du vin. Vous avez vu la faccia di errore? Te stavi cadendo? Alors attends, non, justement. Mais aujourd'hui c'est toi à interviewer. Ah, Mais oui. oui. Alors, bonsoir. Bonsoir. On est ici au podcast de Strangeland. Aujourd'hui, j'ai ici avec moi Moi. Mina. Moi. Mina et ensemble, on va interviewer une invitée d'exception. Le roulement de tambour. Tambour. Roulement de tambour. C'est problématique si on fait l'accent canadien ou... Je sais pas. Est-ce que... moi, Appropriation culturelle. Attends. aujourd'hui, on a ici invité une personne d'exception. Quelqu'un que vous connaissez déjà, Si vous suivez la vie. dont vous suivez, ben, qui est toujours d'habitude de l'autre côté du micro avec moi, mais où aujourd'hui se trouve Mina, Bonjour. Bonsoir. parce que j'ai besoin quand même d'un épaule pour interviewer. Parce que, donc, qui est-ce qu'on va interviewer aujourd'hui pour le podcast de Strangeland? Générique du début du podcast de Strangeland. Oh yeah. Trognette tatou. Trognette Tatou. Bonsoir. Bonsoir, Nico. Bonsoir, Mina. Merci de me recevoir ici, chaleureusement, au Strangeland, au podcast de Strangeland. C'est un plaisir d'être là. Est-ce que tu peux nous décrire où est-ce qu'on est? Eh bien, écoute, on est à la table de la salle à manger. Et alors, on boit du vin. Mina aussi, non, Pas je moi. rigole. Mina boit du fusti. Très bon. Nous, on boit du vin, un petit domaine Piquemal hein, qui nous a été recommandé par la Joie du Vin. Sous la place du sur la marché place du marché. de La Rochelle. Spécial. Et on mange un petit bout de fromage. C'est un brin du maquis, un fromage corse qui nous a été recommandé par la fromagerie de Regargulo. Gargoulot. Ouais, aujourd'hui, on n'est pas est en sponsor. mode apéro, quoi. Voilà. On n'est pas sponsorisé, mais on faut aller le dire quand même. Parce que ce soir, on est en mode apéro, un peu chillax à la maison, du coup. Voilà, et c'est mercredi, mais ça, c'est pas très important. Donc, on va commencer par la première partie de ce podcast qui est La Rochelle. La 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 Rochelle. La Rochelle. Est-ce que Justine ah, ça c'était plus pour le tatou. Mais non, mais on peut dévoiler mon identité, hein. Voilà. Et ben, Voilà. est-ce que déjà tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivé à La Rochelle? Oui. Tu es à La Rochelle en ce moment. Est-ce Oui. que tu es né ici? Est-ce que tu vis ici? Tu as vécu ici? Quelle était la relation Voilà, avec cette ville tout à fait. prestigieuse? Prestigieuse, c'est vrai. Eh ben, écoute, ça va faire bientôt 2 ans que je suis venue à La Rochelle pour la première fois. J'étais jamais venue à La Rochelle avant il y a 2 ans. Moi, je ne viens pas du tout d'ici, je viens de Picardie. J'ai fait mes études à Paris, enfin à Lille et à Paris. J'ai vécu 10 ans au Royaume-Uni. Et il y a 2 ans, je suis venue rendre visite à quelqu'un à La Rochelle qui est devenu très proche de mon cœur. Exactement. Et puis, une chose en entraînant une autre, je vis quasiment maintenant presque à temps plein ici. J'ai aussi une maison en Charente, à 2 heures d'ici. Pardon. Je vis presque à plein temps. Je dis presque à plein temps parce que j'ai une maison, une ferme que je rénove à 2 heures d'ici. Donc je vais parfois là-bas. Mais maintenant, je vis presque à La Rochelle. Je travaille à La Rochelle. Et j'aime beaucoup La Rochelle. Ok. Donc, on va te poser la question qu'on pose à tout le monde d'habitude. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous donner tes adresses, tes routines, tes espaces magiques? Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler de La Rochelle? La Rochelle de Justine. Eh ben écoute, moi j'ai toujours une image
Assez alternative et dynamique de La Rochelle à distance parce que ça fait longtemps que je suis ton blog, Nico. Mon Je blog. pense qu'on peut le dire. Ouais, j'ai suivi tes blogs successifs et ton évolution et je me suis toujours dit mais c'est cool La Rochelle, il y a des gens vraiment beaux et brillants, Combien de gens beaux et brillants? un en particulier. Ah, ok. Donc j'avais une idée déjà en fait assez dynamique et artistique de La Rochelle. Je trouve que c'est une ville qui est particulière et très cool. J'aime beaucoup vivre à côté de la mer. Ça, le fait de pouvoir aller promener le chien et de jouer sur la plage et d'aller, quand j'ai un coup de mou, voir la mer, je trouve que c'est vraiment fantastique. Et je pense que je le fais pas assez parce que dans la routine de tous les jours, bah, c'est un détour. Et des fois, on fait pas de détour en fait quand on est fatigué, qu'on a mal au C'est vrai. dos, qu'on a envie d'aller se coucher, qu'on a envie d'aller se mettre au chaud. Mais donc je dis pas que je devrais le faire plus parce qu'on devrait faire plein de trucs, mais ça va, on s'en fout. On a le droit de vivre aussi, mais j'aime beaucoup que la mer soit à côté. Je trouve que c'est une ville qui est très jolie, parfois un peu musée d'elle-même peut-être. Je pense par exemple à la réfection de toutes les rues en mode pavé blanc, piéton, etc. C'est très joli, mais est-ce que c'est très vivant? Bon, bref, on s'en fout, c'est un grand sujet. Qu'est-ce que j'aime à La Rochelle? Donc, on a dit la mer, ça j'adore. J'aime beaucoup le parc. J'ai un rapport émotif très particulier à la rivière qui coule dans le parc, pour des raisons personnelles. J'aime beaucoup la cour des dames. Je trouve que c'est un endroit très agréable pour y passer comme ça. J'ai mes petits itinéraires favoris dans La Rochelle et j'essaie toujours de marcher dans les endroits que je préfère. T'as une question, Mina? C'est où la cour des dames déjà? C'est derrière la mairie, c'est le cloître. Ah, le cloître, oui. Ouais. Oui. Monsieur, je Et connais non, pas c'est ce pas la nom-là. cour de dames, ça. La cour de dames, c'est le port. Ah bah c'est quoi alors le Ben, cloître? c'est le cloître de Dame Blanche. Ah, Ah oui, le cloître, je connais. donc j'aime beaucoup le cloître des Dames Blanches. Je trouve que c'est un endroit qui est super agréable. J'aime beaucoup marcher dans cet endroit. Et puis, j'aime aller boire mon café chez Albert. J'adore passer devant le Café de la Paix, que je trouve très très beau. J'aime beaucoup les Rebelles Ordinaires. La Maison d'Orso, où je vais souvent respirer les bougies et les parfums. C'est quoi la maison d'Orso? C'est une boutique qui vend les bougies et les parfums de la marque Diptyque et les produits cosmétiques de la marque Aesop. Car j'aime beaucoup, pour me remonter un peu le moral, j'aime beaucoup aller sentir des choses qui sentent bon. Voilà, ça c'est dit. J'adore aller manger au Mail. Et j'adore aller manger chez Gourou. Et j'adore aller manger chez les Rêveurs Gourmands. Ah oui. Toutes ces adresses, C'est très on fin. vous les mettra dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez retrouver tout ça. Mais vas-y, excuse-moi. Non, oui, pardon. Moi, j'ai une petite question, Vas-y. un peu inventée de mes soins. Oui. Si tu devais définir La Rochelle avec 3 mots. Ok. 3 mots pour La Rochelle, qu'est-ce que ça t'évoque? La famille, parce que j'ai une famille à La Rochelle. L'amour, parce que j'ai l'amour à La Rochelle. Et vélo. C'est vrai. Hmm. Sounds fair. Voilà. Très bien, très bien. Ah oui, et j'adore l'atelier de laiterie. Voilà. Hmm. Parce que c'est cool, il y a plein de gens qui font des trucs super. Et voilà. Pour La Rochelle, pour moi. Ben écoute, Très bien, très bien. une belle vie, la mer, la famille, le repas, mais aussi l'art finalement, parce que tu nous as cité l'atelier de laiterie. Oui. Il y a même Essence Carbone, qui ont des artistes formidables. Et je suis très content en fait d'avoir rencontré le milieu artistique rochelais. Je pense par exemple au travail de notre amie Virginie Rouvière. C'est vrai. J'ai eu la chance de rencontrer l'artiste qui fait du street art, du collage Marjane, qui est formidable. Enfin, je me suis fait beaucoup d'amis artistes, Cathy Lam, les bols de Cathy ou Atelier des Roseaux. Enfin, franchement, c'est cool. Franchement,
La Rochelle, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Je trouve que comme c'est une ville petite, ou peut-être qu'il n'y a pas institutionnellement de choses qui se passent, il y a beaucoup d'artistes qui sont là et qui profitent de l'espace, qui ont une présence forte. Et c'est vraiment cool pour moi de vivre dans cette ville-là. J'ai l'impression d'avoir plus d'opportunités artistiques et humaines que par exemple dans les 10 ans où j'ai vécu à Londres. Ok. Peut-être il y a plus de... Enfin, en tout cas, les peu d'artistes. Enfin, non, il y en a beaucoup quand même, mais la poignée d'artistes qu'on trouve à La Rochelle se connaissent entre eux, et du coup, t'as l'impression Ça a que les créé gens une connaissent émulation. entre eux. Ouais. Enfin, Il y a un vrai tissu humain et il y a un appétit de connecter à l'autre que j'ai pas eu l'impression de trouver dans une ville plus grande. C'est vrai. Et du coup, en parlant de ça, des connexions, des pratiques artistiques, d'art, toi, tu as rencontré beaucoup d'artistes, mais du coup, bah, toi aussi, tu es... Pratique artistique. Artistique. Non. Artiste. Alors, notamment, bah, tu fais de la musique. Ça va bien. Pardon, j'ai toussé. Notamment, bah, je fais un petit bio, mais tu fais de la musique, tu chantes, tu joues du Mimou Glove pour le groupe Children. Je ne sais pas si on peut écouter un petit extrait. There, I tidy the house. I tidy the little histories. Dylan and the stones. And the time, the darkness around the swing set its own in a place. The happy shelf just next. Tu peux le mettre dans les... Et on a aussi, tu as aussi ton duo, le duo, comment on appelle un duo qui s'appelle Malakith. Moi, je suis très fan de Malakith. Tu écris aussi un livre qui s'appelle Batman Origins. Et finalement, si je peux me permettre de faire le pont, depuis que tu es à La Rochelle, tu es en train de développer aussi des arts visuels. Alors, quand tu cites toutes ces personnes, par exemple, je pense la revue Biscornu, où tu as publié récemment une illustration. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? De ma pratique artistique, Tout à fait. c'est vrai que ça a l'air éparpillé. Ça va, Albert? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a fait... Il s'est tourné pour voir. Viens, Albert. C'est moi le père. Viens écouter la pratique artistique. Des fois, j'ai peur de m'éparpiller dans ma pratique artistique. Il y a une expression anglaise qui dit A jack of all trades is a master of none. Donc Traduction. un valet de tous les métiers et un maître n'est un maître dans aucun des métiers. Mais la citation ne s'arrête pas là. La citation en vrai, c'est A jack of all trades is a master of none, but is better than a master of one. Donc en gros, ça serait mieux de faire un peu de plein de choses plutôt que d'être le maître dans une seule discipline. Et je pense que je choisis pas vraiment en fait dans quelle direction ma créativité va s'exprimer. J'ai pas l'impression d'avoir le choix, mais j'ai l'impression d'avoir la chance et l'opportunité en fait de croiser des gens dans ma vie qui me mettent dans la direction de plusieurs choses. Alors j'aime la musique, j'en ai toujours fait. J'ai commencé du violon alto depuis que j'ai 5 ans. J'ai fait de la guitare, de la batterie, de la basse. De la basse, d'ailleurs, dans un groupe qu'on peut aussi écouter, non? Oui, bien sûr. T'as peut-être pas. Dans le groupe, j'ai fait partie du groupe In Broken English avec lequel on a sorti 2 albums. Avec Children, on a sorti un EP, plus un single. On a fait des super vidéos avec mon comparse Victor Jacquier. J'ai fait de la musique électronique, un peu de la composition avec Malakith, avec mon ami Alexis Michalek. Donc j'ai un peu touché à tout dans le domaine de la musique sans jamais vraiment être pro dans n'importe quoi, mais c'est pas vraiment être pro et être extensif dans un domaine en particulier de l'art qui m'intéresse. C'est plutôt d'avoir une compréhension générale de comment ma créativité peut s'exprimer d'un côté ou de l'autre. En ce moment j'écris un roman, mais c'est très différent de ce que j'ai écrit dans le passé. J'ai écrit de la poésie,
mais je pense qu'on a des choses à dire qui parfois en fait sont difficiles à exprimer que dans un seul médium. Il y a des choses qui sont indicibles et aussi, enfin, l'expérience qu'on a de la vie, il a plein de facettes, et donc forcément exprimer une idée par plein de médias, finalement si on peut le faire, si on a le temps, si on a le privilège de le faire, et ben ça peut peut-être rendre compte un peu plus globalement d'une expérience. Enfin, j'espère que c'est ce que ça fera. Je pense qu'on peut juger d'une pratique artistique surtout sur le long terme. Et j'espère que dans le long terme, toutes ces petites choses que je fais auront une certaine cohérence artistique, même si là, aujourd'hui, au jour le jour, des fois je me dis, bon, peut-être que je m'éparpille. C'est très intéressant ce que tu dis. En plus, quand tu dis, si on a le privilège de le faire, parce que on estime toujours que il faut que ce qu'on fait, il faut que ce soit entre guillemets rentable, parce qu'on a besoin de vivre, de payer nos factures, tout ça, tout en sachant que finalement, c'est un peu, des fois peut-être on nous... Vas-y, verse de toute manière, si tu peux faire du bruit. Vas-y, sers-toi Mina. On est en train de manger, alors on mâche, on nous entend mâcher. Non, parce que en fait, j'ai pensé à deux choses pendant que tu parlais, au fait des... Une fois, j'ai pensé à ça, même j'ai pensé à mon Instagram, par exemple, où j'ai les tatous, les dessins, les BD, tout et n'importe quoi. Et en fait, je me disais, je demandais aux personnes qui suivaient mon Insta en disant, est-ce que je ne devrais pas peut-être faire un Insta pour le tatou, un Insta pour diviser pour les trucs artistiques. Quelqu'un m'a répondu, il faut le laisser tel quel. Parce qu'en fait, c'est un peu une approche capitaliste, de diviser et compartimenter, ou en tout cas faire quelque chose de bien, parce que, pour monétiser, en fait. Et finalement, si on a juste envie de s'exprimer, on n'est pas obligé, en fait, d'être le master of one. Et donc, quand tu dis avoir le privilège... Je me dis que surtout le privilège est celui de sentir en soi la liberté de pouvoir s'exprimer. Après, peut-être, c'est toi qui vas nous dire, ou pas forcément, mais peut-être que toutes ces activités artistiques que tu fais, ils vont peut-être pas, c'est pas ça qui te donne à manger, ou en tout cas, elles ne suffisent pas, ou je rentre pas dans ton porte-monnaie, mais... Finalement, est-ce que le privilège, c'est quelque chose d'économique ou c'est quelque chose d'espace à l'intérieur de soi pour pouvoir créer? Je me demande. Je pense que c'est les deux parce que avoir du temps pour avoir plusieurs pratiques artistiques, c'est aussi une question de... Pas spécialement de combien d'argent on a, mais enfin, si, certainement, mais aussi de combien d'espace on peut créer dans sa vie. Enfin, tout le monde n'est pas capable de créer de l'espace ou du temps dans sa vie pour ça. Je parle pas de en soi, là, pour le coup, je parle vraiment de temps pour créer. Et il y a des artistes qui ont pas beaucoup de sous et qui arrivent à créer de l'espace dans leur vie pour ça, et il y a des gens qui ont plein de sous et qui n'arrivent pas à créer de l'espace pour leur pratique artistique. Donc je pense pas que ce soit spécialement une question d'argent, mais une question de comment est-ce que tu peux créer un espace ou un temps pour ta pratique artistique. Après, par exemple, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le cours de journal graphique qu'on a fait avec toi. On a commencé via ton Patreon un cours de journal graphique au début de la pandémie en 2020. Enfin, tu as commencé et moi je l'ai suivi. Et quelque chose qui a été extrêmement libérateur dans la pratique pour moi du dessin. Enfin, je dessinais pas du tout avant. Ça a été que tu nous dises en fait, vous savez dessiner. Vous n'avez pas besoin d'être Raphaël ou Leonardo pour exprimer quelque chose par le dessin. Si vous voulez dessiner quelque chose, vous allez trouver une solution pour le dessiner, en gros. Et donc, des fois, il y a des gens qui te donnent des ressources comme ça, en fait, qui te donnent cet espace, justement, personnel, pour le coup, de te dire,
là je m'autorise en fait à faire un dessin moche, entre guillemets, parce que ce qui est plus important c'est de faire mon journal graphique, ou parce que ce qui est plus important c'est de m'amuser, ou parce que ce qui est plus important c'est par exemple je suis dans un espace où je peux pas jouer du violon, ou je peux pas écrire un poème parce que voilà il est arrivé certaines choses dans ma vie, ou je suis dans un train, ou peu importe. En fait aujourd'hui je vais m'exprimer en dessinant, et peu importe si c'est de la merde, on s'en fout en fait. La page elle va être tournée, c'est quelque chose que tu nous disais tout le temps, que ton dessin il soit beau ou que ton dessin il soit merdique, de toute façon tu vas devoir tourner la page, donc autant le faire et autant aller jusqu'au bout de ton dessin. Et donc pour moi ce sont des instruments comme ça en fait qui m'ont permis de me donner l'espace de m'exprimer. Une autre chose, c'est la même chose mais dans la musique, quelqu'un m'a dit un jour, moi j'avais l'impression que si tu voulais faire de la musique, surtout en tant que personne qui est perçue comme femme, il fallait vraiment fallait connaître le solfège à fond, fallait mettre de tous les instruments numériques, digitaux, fallait savoir mixer, fallait savoir enregistrer, etc. Alors que moi j'avais envie que de composer et de jouer. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, tu n'as besoin d'être assez bon pour faire ce que tu as envie de faire. Et parfois tu te dis j'aimerais bien jouer de la batterie, mais je serai jamais je sais pas quel batteur de jazz. Et donc est-ce que tu as envie toi d'être batteur de jazz? Non, moi j'ai envie de faire du Riot Girl, donc du pumchak mais hyper vite. En fait tu as besoin d'être bon pour faire ça. T'as pas besoin de faire des trucs rythmiques à tirer l'arigot. En fait, t'as besoin d'être assez bon pour faire ce que t'as envie de faire. C'est vrai. Donc ça, c'est des instruments qui, pour moi, permettent de prendre l'espace à l'intérieur de soi pour diversifier ses pratiques en fait, artistiques. Finalement, du coup, le privilège, c'est avoir eu un contact ou autre pour se rendre compte qu'on a toujours les ressources à l'intérieur de soi-même, et pour faire l'espace, et donc pour prendre le temps. Parce que moi, ce que je dis, l'histoire de quand on tourne la page, les dessins, ils s'en fichent qu'il est bien fait ou mal fait. Quand on dessine sur son carnet, après, tu es obligé de tourner ta page. Même si le dessin, c'est la Joconde, si tu veux finir ton carnet, continuer de dessiner, il faut tourner la page. Ça, c'est pas forcément un concept de moi, et moi que j'ai utilisé dans le journal graphique. Au début, on citait beaucoup Linda Berry. Donc, pour ceux auditoristes qui écoutent, je vous laisse. On mettra dans les notes de l'épisode aussi des liens vers Linda Berry parce que on la kiffe. On la kiffe. Et en tout cas, le privilège d'avoir au moins une fois dans la vie quelqu'un qui nous dise « t'as le droit d'être artiste, tu es un artiste, tu n'as pas besoin d'avoir la validation du solfège ou de la technique. De l'école des beaux-arts. L'école des beaux-arts, justement d'une certaine typologie d'académie, comment dire, d'académicisme qui nous demande une certaine partie de la société, mais en fait tout le monde peut s'y approcher. Et du coup, la pratique artistique, est-ce que Mina, tu veux rajouter quelque chose vis-à-vis de ça? Non. Toi qui es en pratique artistique, on sait que tu fais de la batterie, comment tu te sens? Je sais pas. Oui, je suis d'accord. Et du coup, pratique artistique pour se nourrir, pour entrer en contact avec soi, mais en même temps s'exprimer, en même temps amener aussi les personnes qui sont en contact avec ton art, peut-être quelque part. Et donc la pratique artistique, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, mais qui va à l'extérieur parce qu'on fait des choses qui communiquent avec la personne qui va avoir l'œuvre en face, l'écouter si c'est un morceau, le lire si c'est un BD. J'aimerais bien me lier du coup à une autre part du podcast. Je pense que vu l'approche dont tu en parles, est-ce que du coup tu as, en ce qui concerne une pratique du coup qui n'est pas artistique mais qui est vis-à-vis de la connaissance de soi ou spirituelle ou de bien-être ou qu'est-ce que tu fais pour te connecter avec ton moi intérieur? Avec le doigt sur l'oreille.
Spiritualité. Spiritualité. Spirituality. Oh yeah. Yeah. Ou avec l'univers, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai une dent contre la spiritualité. Mhm. Je pense que la spiritualité est souvent l'excuse à se comporter très mal les uns avec les autres. Je pense que souvent la spiritualité telle qu'on la marchandise est une sorte de sous-affaire du néo-capitalisme, du néolibéralisme. Notamment, je suis très en colère contre des choses comme la pensée positive. Je pense que la pensée positive fait beaucoup de dommages et quelque part assez glauque, puisque si tu mérites les bonnes choses qui t'arrivent parce que tu penses les bonnes vibrations, tu mérites aussi les mauvaises choses qui t'arrivent parce que tu vibres les mauvaises vibrations. Et moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Donc je suis très très méfiante des pratiques de spiritualité qui intègrent une partie de monnayage ou une partie financière ou etc. Mais ça c'est mon histoire. Mais ça veut pas dire que j'ai pas une spiritualité qui est un peu loufoque et magique par moment. Je pense que l'amour est une vibration et je pense que on est tous autant qu'on est l'univers qui veut faire l'expérience de soi-même. Mais pour parler de pratique plus précisément, mais je pense que ma pratique spirituelle, c'est d'essayer d'être présente dans mon corps et dans mon expérience aux autres. Même parfois dans les moments qui sont pas faciles. J'essaie de me poser la question de savoir pourquoi ce que je suis en train de vivre est une chance. Même quand je vis des choses comme le deuil ou la douleur. Je fais du yoga qui pour moi n'est pas si spirituel que ça, c'est plutôt physique, mais il y a quand même un aspect de connexion en fait au corps. Mais en fait, c'est pas plus spirituel pour moi de faire du yoga que de faire à manger ou d'être intime avec quelqu'un ou d'être amoureux ou de marcher dans la forêt ou de profiter d'une soirée avec les gens que j'aime, etc. Enfin, je pense qu'il y a une spiritualité dans tout ça, et pour moi, elle est aussi forte dans une chose que dans une autre. En fait, ça dépend du nom qu'on lui donne, mais ça peut être justement ce que tu fais pour te connecter à toi-même et à l'univers. Si tu es l'univers qui fait l'expérience de soi-même, bah, c'est la même chose. C'est ça. Et à ton bien-être ou à ton... Pardon, excuse-moi. Si on est spirituel ou pas, on est quand même des êtres, même si on croit à l'âme ou pas, mais en tout cas, on est pour l'instant dans un corps. Oui. Donc on est sur Terre, donc il ne faut pas l'oublier quand même. Ouais. Et il faut faire une place aussi à ressentir les sensations, les émotions, le corps. J'aime beaucoup les églises quand même. Je suis pas du tout attachée à la religion catholique et chrétienne. Je trouve ça quand même assez beau que dans toutes les villes de France et d'Europe, il y ait un lieu qui soit consacré à la méditation. Et on ne les utilise pas assez pour ça, je pense. Mais moi j'aime bien aller dans les églises, j'aime bien le côté un peu ritualistique d'aller allumer une bougie devant une statue d'une divinité en laquelle je crois pas. En fait, j'aime bien la gestuelle, en fait, ça me permet, mais même avant de tatouer ou quand j'ouvre la boutique le matin, ça m'arrive souvent de déposer une petite offrande à qui je ne sais pas, car je suis assez athée ou plutôt agnostique, ou de brûler du palo santo ou d'allumer une bougie, ça c'est un truc qui m'arrive souvent. Bah écoute, c'est drôle parce que moi j'étais à Lyon le week-end dernier, ce que j'ai fait, je suis rentré dans une église, j'ai acheté la bougie la moins chère qui était quand même 50 centimes
Je l'ai cassée pour vouloir la mettre, donc je n'ai plus une nouvelle sans la repayer. Bon. Et ce que j'ai fait, je l'ai allumée. Problématique. Ben écoute, je l'ai cassée parce que le truc il n'était pas bien fait, elle s'est cassée, donc j'en ai pris une autre, la même, mais celle qui était cassée, je l'ai laissée là, peut-être quelqu'un pour la réparer. Et ce que je fais, je l'ai regardé comme une sorte de méditation. Après, je suis tout à fait d'accord du coup avec toi. Après, ayant été élevé à Rome, du coup, où la religion catholique elle est très présente, où, pour avoir mon meilleur pote de lycée qui maintenant il est prêtre, je peux te dire que quand les personnes d'église, de la religion, qui travaillent à l'intérieur de l'église, s'ils t'entendraient, ça se dit ça? S'ils t'entendaient. S'ils t'entendaient, ou s'ils m'avaient vu aller dans l'église pour méditer, ils ne seraient pas du tout d'accord parce que nous, peut-être, on donne à l'église une connotation du coup spirituelle et cette spiritualité n'est pas forcément dans la religion en fait. Mais donc ça se trouve, s'ils savaient que tu allais dans l'église pour allumer la bougie à quelqu'un pour quelqu'un auquel tu ne crois pas, peut-être que tu n'aurais pas le droit de rester. Mais je m'en fiche. Mais en tout cas, comme tu dis, vu qu'en ce moment la spiritualité, voilà, moi quand je parle de spiritualité, je fais un disclaimer aussi pour toutes les personnes qui écoutent le podcast parce que justement, je suis assez d'accord avec toi, la pensée positive, tout ça, ça met beaucoup de poids sur les épaules des gens. Et puis ça met beaucoup de poids et moi je tiens quand même à le dire. Enfin, c'est extrêmement nocif. Je pense que, en l'occurrence, moi j'ai perdu quelqu'un de ma famille, quelqu'un de très proche, par la pensée positive. Quelqu'un qui a eu un cancer et qui a cru que la pensée positive l'en sortirait en fait. Donc oui, ça met beaucoup de poids, mais ça peut même aller plus loin. Ça peut aller plus loin. Mais en tout cas, comme tu dis, ça devient en plus quelque chose de capitalistique, c'est-à-dire qu'en marchand, comment dire, on mercifie. On capitalise sur ça et du coup je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, quand je suis en déplacement, justement le week-end dernier, j'étais à Lyon pour un festival et c'était très bordélique, beaucoup de choses à faire et le fait d'avoir accès gratuit à un espace de recueillement et où même si tu n'es pas tout à fait calé sur la religion catholique, c'est quand même un lieu où tu peux y aller librement, où personne ne va te demander si tu crois ou pas. Tu peux rentrer, tu peux rester recueilli. Du coup, La seule fois... Vas-y, excuse-moi. Non, voilà, donc... non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, voilà, du coup, c'est vrai que... Après, est-ce que c'est un peu faire abstraction de tout ce qui représente l'Église catholique, qui est assez pour problématique, alors là c'est problématique puissance 2000. Bien sûr. Mais des fois, voilà, en fait c'est comme faire un peu le shadow ninja, tu vois, des fois tu as besoin d'un moment de recueillement, au lieu qu'aller payer 20 balles dans un studio de yoga pour faire une demi-heure de méditation, ou alors te faire masser, tu vois. C'est pas parce que je suis anticapitaliste que je vais pas de temps en temps faire des courses chez Intermarché. Je peux pas toujours aller faire des courses au kilomètre zéro. Je peux pas toujours aller dans un ashram de yoga. Donc des fois je vais chez Intermarché, puis des fois je vais à l'église, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, moi je me suis fait virer d'une église une fois. Avec Mina et Albert. On était sur l'île de Ré et on s'est fait prendre par une averse. On était en train de se promener. On s'est fait prendre par une averse, mais un truc de ouf. Un truc genre t'as l'impression d'être sous la douche. Donc on s'est réfugiés dans l'église. Et puisqu'on était sous le porche de l'église, je dis à Mina, viens, on rentre et puis on s'assoit. Donc on s'est assis dans un coin de l'église en attendant que l'averse passe. Et là il y a un vieux monsieur qui vient nous dire vous savez, les chiens sont interdits dans les lieux de culte en France, c'est la loi. Tous les lieux de culte. Et il nous a virés. Et en fait, on a compris en partant que c'était le curé de la paroisse.
Donc, bon. Ben, du coup, ça, ouais. Du coup, tu as vraiment l'exemple pratique de ce que je disais Oui, tout à l'heure. c'est C'est ça. que, en fait, on donne un petit côté romantique, mais comme on fait peut-être aussi dans la spiritualité, au yoga, au détox, au. Mes couilles, mes couilles, on va le dire. Mais oui. En fait, des fois, ben, peut-être que tout ça, même la religion est faite par des hommes, et ben, les hommes, ils ont beaucoup de les hommes, les êtres Oui, humains. bien sûr. Et les êtres humains ont beaucoup de limites. Mais oui. Enfin bon, mais, Mais, enfin, sauf si tu as quelque chose à non, ajouter c'est sur bon. ça. J'ai tout dit. Finalement, ici, on est dans le podcast de Strangeland où on touche un peu à tout, mais finalement, nous, on est des artistes, on est des tatoueurs, on aime bien, oui, allumer des bougies du Palo Santo, mais on est surtout des artistes tatoueurs, souvent pédés, et qui amons, et nous aimons tout ça. Le fait d'avoir une pratique artistique et de faire partie de la communauté LGBTQIA+. Et on en est fiers. Donc, ce qui nous amène à la prochaine étape du podcast, c'est-à-dire comme les auditoristes peut-être sont déjà au courant parce on en est quand même à quel épisode? Au quatrième? Cinquième? Je sais plus. Je sais plus parce qu'on en a enregistré d'autres mais qu'on attend de Ouais. poster parce qu'on attend de poster le tien. Enfin bon, en tout cas, on a des petits... Comment on appelle? Segment. On a des segments et donc on avance avec le podcast. Queeritude. Bah écoute, on va parler un peu un truc de quelque chose qui emmerde un peu l'église, hein, parce qu'on va pas non plus nous traiter des puces de bénitier. Donc, est-ce que tu as envie de parler de qu'est-ce que c'est pour toi la communauté LGBTQIA+, ou en tout cas, ce que nous on appelle dans le podcast de Strangeland, tu le sais parce que c'est toi qui le fais avec moi. Qu'est-ce que c'est pour toi la queeritude? Jingle? Jingle. Queeritude. Oh yeah. La queeritude, pour moi, c'est une forme de flexibilité et une forme de manière de regarder le monde. Je pense que dans ma vie, je me suis décrite comme femme, hétéro, bi, lesbienne, pan, et puis après comme personne non binaire, queer, pansexuel. Donc pour moi, faire partie de la communauté LGBTQIA+, c'est avoir la flexibilité d'essayer de comprendre son identité de genre et son identité sexuelle comme quelque chose de flexible et comme quelque chose dont, mais de la même manière que l'art ou que la spiritualité, il faut faire le travail de se rapprocher en fait avec amour en fait, avec le temps de plus en plus. Donc qui suis-je et comment ai-je envie de me définir et comment ai-je envie que le monde me perçoit et comment j'ai envie de percevoir le monde, à travers quelles lunettes et comment j'ai envie de percevoir mes désirs et pourquoi. Et c'est une affaire de construction qui prend du temps et qui prend beaucoup d'honnêteté, qui prend parfois beaucoup de... On se prend beaucoup de baffes aussi quand on réfléchit à son identité, à son de genre ou sexuel, etc. Mais la communauté LGBTQIA+, en laquelle je crois, pour le coup, je suis athée en termes spirituels, ou agnostique en termes spirituels, mais pour le coup, je crois en la communauté LGBTQIA+, qui accepte en fait cette flexibilité, qui accepte qu'on puisse se dire un jour, je suis femme lesbienne, et puis le lendemain, en fait, non, je suis trans non-binaire, pan. En fait, on est juste soi. On se rapproche de soi. On se rapproche de soi, comme dans l'art et comme dans la spiritualité. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est pour ça qu'on le met, parce que c'est Strangeland. Je pense que comme la plupart des gens qu'on a interviewés pour le podcast, alors peut-être pas toi Mina, parce que t'as peut-être pas encore cette expérience-là pour le moment, mais je pense que j'ai fait face dans ma vie à des discriminations, même au sein de la communauté, parce qu'il y a tout un pan de la communauté qui est radical féministe, ou qui est... j'ai connu pas mal de personnes qui me disaient
Non, mais c'est quoi cette histoire de bisexuel ou pansexuel? Tu déconnes, t'es gouine, et c'est comme ça. Une fois que t'es sorti du placard, t'as plus le droit d'y rentrer. Enfin, il y a beaucoup de biphobie, il y a beaucoup de transphobie, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses en fait qui ont été difficiles parfois, qui m'ont posé beaucoup de questions parfois, parce que quand t'es pas né dans un monde où être queer c'est normal, où c'est ok, où c'est quelque chose d'évident, et ben tu regardes autour de toi pour avoir des modèles, et parfois les modèles ils ont pas juste. Donc peut-être que tu t'établis au début sur une communauté qui va te répudier si au lieu d'être lesbienne t'es bi, et puis en fait si au lieu d'être une femme t'es un mec, si au lieu d'être une personne binaire t'es une personne non binaire, etc. Enfin, donc je pense que c'est important de créer une communauté, comme je le disais, flexible, quoi. Oui, c'est important de garder en tête, en tout cas, que chaque personne a le droit d'être qui elle est au jour le jour. Après, comme tu dis, c'est pas tout le temps le cas, mais nous, ici, au moins ce qui me concerne, mais là, en cette tablée, je sais qu'on est dans le même état d'esprit, qu'on a plus envie, et même à Strangeland, on a plus envie de se concentrer sur les choses qui nous tirent vers le haut, qui nous rendent libres, plutôt que se mettre contre les choses qui nous font du mal, parce que les choses qui nous font du mal, ou les parties de la communauté qui nous répudient, ou les parties... en fait, on n'a pas envie de consacrer notre énergie, probablement parce qu'on a envie de vibrer en vibration positive. Positive vibration. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Écoute, très bien. Donc, la spiritualité, la pratique artistique, la pratique, la pratique queer, tout ça à La Rochelle. À la base, qu'est-ce qui se passe à Strangeland? On est un peu tout ça. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est difficile de... Il faudrait être le master of one au lieu que le jerk of all trade, en théorie, pour pouvoir être... pour capitaliser, pour pouvoir être plus reconnaissable sur les réseaux. Voilà, nous, on est ceux qui font les tatous comme ça, mais en fait, non, parce qu'on a envie de dessiner, on a envie d'allumer des bougies, de tirer des cartes, de faire n'importe quoi, de se mettre des perruques, de faire des journées flash drag race, tout ça. Mais à la base, c'est quand même la pratique des modifications corporelles, réappropriation, pas culturelle, mais corporelle, qui est les tatouages. Ouais. Et donc toi, je fais un petit bio, un petit point, voilà, sur Justine qui est ici, parce que maintenant, voilà, moi je t'ai connue comme ça, parce que je t'ai tatoué il y a très très longtemps à Brighton. Tu as déjà beaucoup de tatouages, tu es allé voir beaucoup de tatoueurs dans ta vie. Tu as eu contact avec beaucoup d'artistes tatoueurs un peu partout dans le monde. Donc le tatou, c'est quelque chose qui j'imagine, après tu nous diras, qui fait partie de toi. Jusqu'au moment où tu as commencé à dessiner avec, comme tu disais, avec le journal graphique. Après, on s'est rencontrés, enfin on s'était déjà rencontrés, mais en tout cas on s'est rencontrés, nos cœurs se sont rencontrés. Tu es venu à La Rochelle. Et on est tombé amoureux, tout ça c'est bien beau, jusqu'au moment où tu m'as dit, j'ai envie d'essayer au tatou. Et tu as commencé, tu t'es tatoué toi-même. Tu as à l'actif beaucoup de tatous. Tu as un pseudo que tu nous diras. Ça allait quand même très très vite. Tu m'as déjà tatoué 2 fois, la deuxième fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Raconte-nous un peu. Moi je fais un... Vas-y. Comme tu l'as dit, pour moi le tatouage c'est une passion. J'ai toujours pensé que le tatouage c'était cool et que ça me faisait envie, mais comme je ne dessinais pas, parce que je ne savais pas dessiner, c'était même pas possible pour moi d'imaginer que je pouvais tatouer un jour. On entend quand même beaucoup de choses sur l'apprentissage du tatou, qui n'est pas codifié, enfin il est codifié dans le monde du tatou, mais il est pas géré
d'aucune manière par des corps d'éducation. Contrairement à presque tout le reste des métiers en fait, hein, quand on y pense, si tu veux être fleuriste, il y a un CAP fleuriste, si tu veux être n'importe quoi, il y a un CAP, je sais pas quoi, il n'y a pas de CAP tatou. Donc le tatou c'est vraiment un apprentissage à l'ancienne et donc t'entends des rumeurs sur ce qu'il faut faire pour être tatoueur, que c'est difficile, que c'est machin, que c'est ceci, que c'est cela, que... Mais on entend même des choses qui sont inquiétantes d'ailleurs sur l'apprentissage du tatou et je suis sûre que dans certains milieux ça peut peut-être être le cas, je sais pas. En l'occurrence pour moi c'était quelque chose qui était inatteignable et impossible à réaliser et en fait c'est arrivé et c'est cool. J'adore ce métier. J'adore tatouer les gens, j'adore faire des flashs, j'adore avoir des idées pour des flashs. J'adore expliquer les soins. Nico, toi, tu te moques un peu de moi à chaque fois parce que je dis des trucs genre ta peau, c'est un organe. Donc... L'organe le plus grand de ton corps, le plus étendu de ton corps, c'est limite, on se croirait au musée de l'école de médecine. Mais en fait, moi, j'ai un background. Tout à l'heure, tu parlais de Batman Origins, mais moi, j'ai fait anthropologie en fait dans mes premières études. Et je me suis pas mal intéressée à l'époque au tatou justement et donc pour moi c'est intéressant en fait de comprendre pourquoi on se tatoue, enfin on comprend pas mais de voir pourquoi on se tatoue et qui se tatoue et est-ce que ça veut dire, on en avait parlé avec Salt dans son podcast, qu'il n'y a pas de tatou anodin, même un tatou décoratif entre guillemets c'est pas un geste anodin et je trouve ça hyper intéressant en fait de comprendre ça et de comprendre comment son corps fonctionne, comment la peau fonctionne. Et je trouve ça hyper cool. C'est un peu un truc de nerd peut-être, mais ça c'est... Pour moi c'est vraiment fascinant de comprendre comment tout ça fonctionne. J'ai adoré ma formation hygiène par exemple. J'ai passé 3 jours géniaux, j'étais là, ah bon mais ça c'est comme ça et tout. Donc j'adore ça et j'espère que je vais pouvoir continuer à le faire. Et que ça continuera à plaire à des gens. Il y a un rapport extrêmement direct dans le tatou. Tu dessines quelque chose et quelqu'un te paye pour le tatouer sur lui. En fait, il y a un rapport entre le consommateur de l'art et la personne qui fait l'art qui est tellement direct que j'ai du mal parfois à comprendre parce que j'ai fait de la musique toute ma vie. J'ai fait partie de plein de groupes et en fait, dans tous mes groupes de musique, j'ai dû gagner... je peux faire le décompte, j'ai gagné 500 € une fois pour un concert en 2010 avec In Broken English au Cube. J'ai gagné une fois 25 € en droit d'auteur après que ma chanson Beautiful Rivers avec Children soit passée à la BBC. Voilà, c'est tout. Alors que j'ai passé toute ma vie à faire de la musique. J'ai sorti un bouquin, j'ai écrit toute ma vie, j'ai gagné rien, absolument rien. J'ai gagné le droit que mon éditeur ne me répond même plus à mes emails. Et alors que là, y a un rapport immédiat et c'est fascinant. Enfin, je dessine un truc, quelqu'un en choisit et se fait tatouer et me paye et repart avec content. C'est incroyable, je trouve ça incroyable. Mais ça veut aussi dire qu'il y a plein de mes œuvres avec lesquelles j'ai plus de rapport. Par exemple, j'ai encore un rapport avec... les disques que j'ai sortis avec In Broken English, où j'ai encore un rapport avec Batman Origins. Par contre, j'ai plus de rapport avec la plupart des tatous que j'ai faits. Ils sont partis dans la nature. Je sais peut-être même pas à quoi ils ressemblent parce que les gens sont peut-être pas venus faire des retouches ou sont pas de La Rochelle et c'est formidable en fait comme c'est incroyable cette histoire. C'est incroyable et c'est aussi du coup c'est comme la vraie art appliqué. Est-ce qu'il y a un côté, est-ce que tu trouves que pour toi ou pour la personne, quand tu te fais tatouer toi-même ou quand tu as tatoué des gens, est-ce que tu penses qu'il y a le côté artistique se mélange aussi avec un petit côté un peu thérapeutique, en tout cas un petit côté réappropriation du corps? Bien sûr, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un rapport formidable entre la modification corporelle par le tatouage et le piercing et la transidentité. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont trans et qui sont très tatoués. Et je pense que
Dans l'absence parfois de la possibilité de faire certaines opérations parce que ça demande une médicalisation, une psychiatrisation aussi dans certains cas, on a en fait accès à modifier son corps par le tatou. Et donc il y a ça, et puis après bah, évidemment il y a un grand aspect mémoriel au tatou. Et comme on disait tout à l'heure, on se fait jamais tatouer n'importe quand. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de tatous qui se font sur un coup d'impulsivité, mais l'impulsivité, elle vient pas de nulle part. Je pense à mes tatous impulsifs que j'ai fait dans ma vie. En fait, en regardant des années plus tard, c'était souvent des moments charnières. Il se passait souvent des choses à ce moment-là qui faisaient que j'avais besoin de faire l'expérience de mon corps d'une manière différente à ce moment-là. Pour prendre contrôle ou parfois ça a été destructeur. Hein. J'ai des tatous qui ont été des des actes destructeurs, qui n'ont pas été faits avec amour de mon corps ou avec respect de moi-même. Je pense que c'est important de le dire. J'ai des tatous qui ont été couverts depuis, qui ont été vraiment des actes pas super positifs quoi. Mais c'était une prise de contrôle. Alors après, j'ai pas eu envie de vivre avec tout le temps. Mais voilà quoi. Mais c'est très intéressant ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter que si on arrête le podcast là, tu dirais ah mince, j'aurais tellement voulu parler de ça et on l'a pas fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu sens que tu as envie de dire ou... Bah, venez à Strangeland La Rochelle et dire bonjour à Albert. Ou nous dire bonjour. Écoutez Children, c'est cool. Et bisous. En fait, j'aime beaucoup le vin pour le fromage, plus le fromage plus le vin. Je trouve que c'est une bonne... Ok, c'est le dernier bout. Pendant que je mange le pain, le fromage, je pense que c'est venu le moment de nous dire au revoir. Oui. Je te remercie. Merci à vous, merci à toi Mina, merci à toi Nico, merci Albert de m'avoir reçu, de m'avoir posé ces questions. Je te retrouverai très bientôt de ce côté du micro. De toute manière, tous les liens, tous les trucs qui se passent. Où est-ce que ça se passe? Dans les show notes, mais aussi sur strangeland.fr/podcast, je crois. Je suis pas sûre. Bon, strangeland.fr, ça c'est sûr. Vous y allez, il y a eu un menu podcast, je sais plus comment c'est le URL, mais je peux y aller et regarder si vous voulez. Non, t'inquiète pas. C'est bien comme ça. Où on met au fur et à mesure, surtout les replays, comment on appelle, les épisodes. Et sinon, tous les news, les machins, ça se passe sur Insta pour l'instant. C'est pas folichon. C'est pas... Mais Insta, voilà, il faut être un peu... Non. Tu dis, il y a le site web, il y a Insta, il y a Facebook. Bisous. Ok. Non, c'est pas folichon, le site web, je ne sais plus. Non. Ok, on arrête. Bisous. Bisous. Salut. Abonnez-vous. C'est générique de fin. Générique de fin, oh yeah, oh yeah.